Les contes du perroquet. Conte troisième. L'orfèvre, le charpentier, le tailleur et l'ermite se disputant pour une femme de bois. Quand le soleil eut entièrement disparu et que la lune répandit les flots de sa douce lumière, Rodgisté alla trouver le perroquet et lui demanda la permission de se rendre auprès de son amant. « Ma princesse, répliqua l'oiseau savant, je vous l'ai déjà donnée, cette permission. Pourquoi retardez-vous encore ? Je tremble que votre mari ne revienne, et que les choses ne se brouillent comme il arriva entre 4 personnes. » La curieuse Rodgisté interrompit le perroquet et demanda vivement quelle était cette histoire. Le perroquet lui dit : « Il y avait une fois un orfèvre, un charpentier, un tailleur et un ermite, qui voyageaient ensemble. Ils firent halte un soir dans un lieu très désert, et l'un d'eux ouvrit un avis qui fut agréé par les 3 autres. C'était, puisqu'ils se trouvaient obligés de passer la nuit dans ce désert, de veiller tous les 4, l'un après l'autre, afin que les 3 autres pussent dormir. Ils tirèrent au sort, se partagèrent les heures de la nuit, et furent d'abord sous la garde du charpentier. Afin de prévenir le sommeil, le charpentier prit une branche d'arbre et en fit une femme de bois. Le second gardien fut l'orfèvre. Lorsqu'il vit la figure de bois, il se dit à lui-même : « Le charpentier a montré la perfection de son art en sculptant cette figure. Il faut aussi que je fasse preuve de talent en ajustant des ornements gracieux pour cette poupée. » En effet, il lui mit de riches joyaux aux oreilles, au cou, aux bras et aux pieds. Le tour du tailleur vint à la 3e veille. Sa surprise fut grande en voyant une statue d'une beauté rare, d'une taille élégante, couverte de bijoux précieux, mais entièrement nue. En peu d'instants, il lui fit de riches habits, comme pour une jeune mariée, et il l'en revêtit. La 4e veille était réservée à l'ermite, qui, lorsqu'il vint prendre la garde, contempla avec étonnement cette figure séduisante. Il fit ses ablutions et ses prières, puis, avec les supplications les plus ardentes, il demanda à Dieu d'animer cette femme. Il fut exaucé. Au même instant, la statue reçut la vie et parla comme une créature humaine. Lorsque la nuit fut terminée, les 4 personnages devinrent épris d'amour pour la jeune femme. « Elle est à moi, dit le charpentier, car je l'ai faite de mes mains. »« Elle doit être ma femme, dit l'orfèvre, car c'est moi qui l'ai ornée des bijoux qu'elle porte. »« Point du tout, s'écria le tailleur, c'est ma propriété. Elle était nue et je l'ai habillée. »« J'ai seul le droit de la prendre, s'écria l'ermite à son tour. C'était une figure de bois et c'est à la ferveur de mes prières qu'elle doit la vie. » Cette dispute se prolongeait sans amener de résultat, lorsqu'un homme vint à passer. Ils le prirent pour médiateur. Mais à peine eut-il regardé la femme qu'il s'écria : « Mais voilà ma légitime épouse que vous avez séduite et enlevée de ma maison. » En parlant ainsi, il les força de le suivre, et il les conduisit chez le Koetvaal, espèce d'officier de police inférieur au cadi. Lorsque celui-ci aperçut la femme, il s'écria : « Voilà la femme de mon frère, il l'avait emmenée en voyage. Vous avez tué mon frère pour lui ravir sa femme. » En conséquence de cette accusation, ils furent tous entraînés chez le cadi. Le cadi, ayant jeté un regard sur la femme, demanda à ceux qui l'accompagnaient qui ils étaient et comment ils avaient avec eux cette femme qui était son esclave. « Il y a longtemps que je la cherche, ajouta-t-il, elle a disparu de chez moi en emportant une grande somme d'argent qu'elle m'a dérobée. Maintenant, où est mon argent ? Où sont mes effets ? Répondez. » Cette singulière altercation avait attiré un grand nombre de spectateurs qui voulaient voir ce qu'il en arriverait. Un vieillard s'avança et dit :
Cette dispute ne peut être apaisée par aucun homme, mais il y a près de la ville un arbre renommé, non seulement pour sa grosseur et son ancienneté, mais encore pour le don qui y est attaché. Lorsqu'il s'élève des querelles dont les hommes ne peuvent se rendre les arbitres, on se présente devant cet arbre. Il en sort une voix qui déclare de quel côté est la justice, et c'est pour cela que cet arbre porte le nom d'arbre de la décision. Les 7 compétiteurs allèrent donc devant l'arbre, conduisant la femme avec eux, et les uns après les autres, ils expliquèrent les circonstances de ce qui leur était arrivé. Ils attendirent ensuite la décision de l'oracle. Tout à coup, le tronc de l'arbre se partagea en deux, la femme courut dans cette ouverture, l'arbre se referma, et elle disparut. Une voix alors se fit entendre. Chaque chose doit retourner au principe dont elle est sortie. Les 7 poursuivants de la dame se retirèrent les yeux baissés et la rougeur sur le front. Le perroquet ayant terminé ce conte, dit à Rodjesté: « Ma chère maîtresse, je suis toujours en appréhension du retour de votre mari. Je crains qu'alors, ainsi que l'arbre, il ne vous réunisse à lui-même. Hâtez-vous donc pour prévenir la confusion qui résulterait pour vous et votre bien-aimé d'être découverts. Hâtez-vous donc d'aller trouver votre amant. » Rodjesté se leva et voulut s'éloigner. Mais le coq chanta. Les premiers rayons de l'aurore pénétrèrent dans l'appartement, et sa visite fut différée. Conte quatrième. Histoire d'un émir et de la femme d'un soldat. La lune paraissait déjà. Rodjesté vint trouver le perroquet et lui dit: « Ayez égard à la détresse où vous me voyez. Ne vous souvient-il pas que j'aime et que je languis? Permettez-moi d'aller cette nuit trouver le bien-aimé de mon cœur. » « Ma chère maîtresse, répondit le perroquet, vos chagrins me tourmentent et me déchirent l'âme, d'autant plus que pour avoir écouté mes histoires, ayant différé jusqu'ici de vous rendre auprès de votre amant, je crains que votre mari ne revienne, et que vous et votre bien-aimé ne soyez couverts de honte, comme un riche seigneur en fut couvert par la femme d'un soldat. Rodjesté, inquiète, désira connaître cette histoire. Le perroquet dit: « Il y avait dans une ville un soldat qui était l'époux d'une très belle femme, ce qui lui causait des alarmes continuelles. Comme il vivait extrêmement retiré et qu'il était presque dans la misère, sa femme lui demanda un jour ce qui avait pu le porter à quitter son état. Le mari lui répondit assez brusquement qu'il n'avait point de confiance en elle et que, craignant de s'éloigner, il ne pouvait solliciter aucun emploi. « Vous êtes mal inspiré, dit la femme, car apprenez que s'il n'est rien au monde qui puisse séduire une femme vertueuse, il n'est rien non plus qui puisse empêcher une femme qui a des penchants vicieux de les satisfaire. Ignorez-vous donc l'histoire de ce géant qui était si jaloux de sa femme qu'il la portait toujours sur son dos et errait dans des lieux inhabités. En dépit de toutes ses précautions, elle lui fit sans infidélité. » Le soldat n'avait pas entendu parler de cette histoire, et il montra le désir de la connaître. « Il y avait une fois, dit-elle, un homme qui, en traversant un désert, rencontra un éléphant qui portait sur son dos une litière fermée. Cet homme, saisi de frayeur, monta sur un arbre et s'y tint caché. Il arriva que l'éléphant s'arrêta justement sous cet arbre. Il posa la litière à terre, s'éloigna et se mit à paître. Une femme très belle qui était dans la litière l'entr'ouvrit alors,
et parut si ravissante aux yeux de l'homme qui s'était réfugié sur l'arbre, qu'il oublia sa peur, descendit, et tout en exprimant son admiration, s'efforça de s'insinuer dans les bonnes grâces de la belle dame. De son côté, se trouvant prévenue favorablement pour l'étranger, la dame répondit d'une manière obligeante à ses tendres discours. Enfin, ils cédèrent à leurs désirs mutuels, et lorsque le silence succéda à leur transport, la dame tira de dessous sa robe un ruban garni de nœuds, et en fit un nouveau. L'homme lui demanda ce que signifiait cette cérémonie, et pourquoi ce cordon était noué dans tant d'endroits. Elle raconta que son mari était un magicien, si excessivement jaloux qu'il s'était transformé en éléphant pour errer dans les déserts en la portant sur son dos. Cependant, ajouta-t-elle, malgré toute sa surveillance, j'ai déjà accordé mes faveurs à 100 hommes, et c'est en souvenir de chacun d'eux que je fais autant de nœuds à ce ruban. Aujourd'hui il se trouve encore augmenté, et c'est vous qui faites le 101e. La femme du soldat, après avoir terminé son histoire, dit à son mari qu'il serait bien plus heureux pour tous deux qu'il voyageât et se remît au service. « Je vous donnerai un bouquet, continua-t-elle, tant qu'il conservera sa fraîcheur et que les fleurs auront leur brillant coloris, vous pouvez être assuré que je n'aurai commis aucune action blâmable. Si le bouquet se flétrit, vous connaîtrez par là que j'ai été coupable de quelque faute. » Le soldat se rendit à cette promesse, et il consentit à entreprendre le voyage qu'on lui conseillait. À son départ, sa femme lui remit le bouquet qu'elle lui avait promis. En arrivant dans une ville assez éloignée, le soldat s'engagea au service d'un émir fort riche. Il portait toujours soigneusement son mystérieux bouquet. Quand l'hiver fut arrivé, l'émir dit à ses officiers: « Il n'y a aucun jardin dans cette saison qui puisse produire une seule fleur. Les personnes les plus riches ne sauraient s'en procurer à prix d'or. Il est bien étonnant que ce soldat étranger porte chaque jour un bouquet de fleurs nouvelles. » Les officiers répondirent que cette circonstance les avait aussi tous étonnés. Alors l'émir fit appeler le soldat et lui demanda ce que c'était que le bouquet qu'il portait toujours. Le soldat s'inclina et dit: « Seigneur, ma femme me donna ce bouquet comme l'emblème de sa chasteté, et elle me dit qu'aussi longtemps que les fleurs en seraient fraîches et brillantes, sa vertu serait sans tache. » L'émir se mit à rire et dit que cette femme devait être quelque magicienne. Ce même seigneur avait 2 cuisiniers, qui étaient renommés pour leur ruse et leur adresse. Il dit à l'un d'eux: « Rends-toi dans le pays du soldat, et là, soit par artifice, soit par persuasion, essaie de lier connaissance avec sa femme. Reviens promptement ensuite m'apprendre quelques particularités sur son compte. Je saurai bien alors si le bouquet reste frais et si le soldat ment ou s'il dit la vérité. » Le cuisinier obéit à son maître, et se conformant à sa volonté, il se rendit dans la ville où demeurait la femme du soldat. Il lui envoya une vieille femme chargée de propositions. Elle ne reçut aucune réponse directe à son message. Seulement on la pria de faire venir la personne qui lui avait donné commission. La complaisante vieille alla chercher le cuisinier et revint avec lui. La femme du soldat, lorsqu'il voulut commencer l'entretien, le pria à voix basse de s'éloigner pour le moment, de dire à la vieille qu'elle rejetait ses offres. Puis, lorsqu'il l'aurait congédiée, de revenir seule, car se mettre à la discrétion de cette sorte de gens, ce serait commettre une grande imprudence. Le cuisinier approuva son plan,
et agit de la manière qu'elle lui prescrivait. Pendant ce temps, la femme du soldat préparait tout pour recevoir son amant lorsqu'il reviendrait. Un puits tari se trouvait dans une pièce de sa maison. Elle plaça sur l'ouverture un bois de lit mal attaché et le couvrit de tapis. Lorsque le cuisinier revint, elle l'engagea à se mettre au lit. Mais dès qu'il y fut placé, tout l'échafaudage s'écroula et le malencontreux amant tomba dans le puits. Ses cris se firent entendre aussitôt, et la femme du soldat lui ordonna impérativement de lui dire qui il était et d'où il venait. Le pauvre cuisinier confessa tout ce qui s'était passé entre le soldat et son maître, mais la femme le laissa dans son puits. Au bout de quelque temps, l'émir, ne voyant pas revenir son messager, envoya le second cuisinier avec les mêmes instructions qu'il avait données à l'autre. Il lui remit en outre une forte somme d'argent. Celui-ci se fit annoncer chez la femme du soldat comme un riche marchand. Il employa les mêmes moyens que son camarade, annonça les mêmes desseins et fut lui tenir compagnie dans la citerne. L'émir, étonné de ce que ni l'un ni l'autre de ses envoyés ne reparaissait, pensa bien qu'il leur était arrivé quelque accident, et ne pouvant maîtriser son impatience, il résolut d'aller lui-même tenter ce qu'ils avaient sans doute maladroitement entrepris. Un jour, il partit sous le prétexte d'aller à la chasse. Il se fit accompagner par le soldat. Lorsqu'ils furent arrivés dans la ville où demeurait la femme du soldat, l'émir lui permit d'aller la voir. Il rentra donc dans sa maison, ayant toujours son bouquet brillant de la même fraîcheur. La femme apprit à son mari tout ce qui s'était passé, et ils convinrent de ce qu'ils devaient faire. Le jour suivant, le soldat conduisit l'émir à son logement, où il trouva une très jolie collation. Le soldat fit alors sortir du puits les deux cuisiniers, et il leur dit « Si vous voulez recouvrer la liberté, il faut m'obéir en ce que je vais vous commander. Il m'est venu des hôtes. Je veux que vous preniez tous deux des vêtements de femme et que vous serviez à table. À ce prix, vous serez libres. » Ils acceptèrent promptement ces propositions, et se couvrant des habits qui leur furent présentés, ils servirent les viandes devant l'émir. Le séjour de ces deux hommes dans le puits et la mauvaise nourriture qu'ils y avaient eue les avaient beaucoup changés. Tous leurs cheveux étaient tombés. L'émir, ayant jeté sur eux un regard, demanda aux soldats de quelle faute ces filles s'étaient rendues coupables pour avoir été ainsi rasées. Le soldat répondit que leur faute était en effet très grande, mais que d'ailleurs il pouvait les interroger lui-même. L'émir, les examinant alors avec plus d'attention, reconnut ses deux serviteurs. Eux, de leur côté, en revoyant leur maître, fondirent en larmes, se jetèrent à ses pieds et se portèrent témoins de l'innocence et de la chasteté de la femme. La femme du soldat sortit alors de derrière un rideau et dit « Seigneur, je suis cette femme que vous accusiez d'être une sorcière et vers qui vous envoyâtes ces hommes pour vous porter quelques preuves de ma faiblesse, afin de vous moquer de mon mari. Maintenant vous connaissez mon caractère. » L'émir, confondu, lui demanda pardon de l'offense qu'il lui avait faite, et pour la lui faire oublier, il combla de présents le soldat et sa femme, qui vécurent longtemps heureux. Le perroquet, après avoir fini cette histoire, dit à Rodjesté, « Hâtez-vous, ma belle princesse, d'aller trouver votre amant, de craindre que votre mari n'arrive, et que vous n'éprouviez la honte qu'éprouva le seigneur en présence de la femme du soldat. » Rodjesté se leva, mais au moment où elle allait sortir, le coq chanta, le jour parut, et son départ fut différé.
Conte cinquième. Les amours d'un brahmane avec la fille du roi de Babylone. Lorsque la lune se leva et vint consoler le monde de l'absence du soleil, Rodjesté alla trouver le perroquet et lui dit : « Sage oiseau, la prudence s'exprime par votre organe, vos conseils sont dictés par l'amitié. Expliquez-vous donc aujourd'hui sincèrement. Si vous trouvez qu'il soit convenable que j'aille vers mon amant, dites-le-moi sans délai. Si vous y mettez obstacle, dites-le encore sur-le-champ, car je m'efforcerai de prendre patience. » Le perroquet répondit : « Chaque soir je vous permets d'aller où vos désirs vous appellent. Hâtez-vous donc aujourd'hui, et ayez une entrevue avec votre ami. Cependant, prêtez un instant une oreille attentive à mes conseils, car vous pouvez agir de telle manière qu'il ne vous arrive aucune infortune, et, même loin de là, vous retirerez une grande prospérité de vos amours, ainsi qu'un brahmane qui devint amoureux de la fille d'un roi. Hâtez-vous, dit Rodjesté, de me donner vos derniers avis en m'apprenant cette histoire. » Le perroquet la raconta de la manière suivante. Il y avait une fois un brahmane qui était également beau et discret. Il quitta la ville qu'il avait vue naître, la terre qu'il avait habitée, et alla dans la ville de Babylone. Un jour, le brahmane se promenait dans un jardin. La fille du roi vint aussi par hasard dans ce même jardin pour se recréer et jouir de la vue des belles fleurs dont il était rempli. Le brahmane, au premier regard qu'il jeta sur la princesse, se sentit embrasé d'amour, et la jeune vierge, au même instant, fut frappée du même trait. Lorsqu'elle retourna au palais, elle devint distraite, préoccupée, et le brahmane tomba malade. Dès qu'il fut rétabli, il alla chez un magicien et entra à son service. Après quelque temps, le magicien le prit en affection pour son zèle et sa fidélité. Un jour, il lui dit : « Demandez-moi ce que vous pouvez désirer et je vous le donnerai. Réfléchissez et déclarez ce que vous souhaitez obtenir. » Le brahmane découvrit sa situation au magicien qui lui dit : « Je croyais que vous alliez me demander au moins une mine d'or. Ce n'est pas une grande affaire que de réunir un homme et une femme. » Alors prenant une balle magique et la donnant au brahmane, « Gardez cette balle, lui dit-il, et rappelez-vous sa propriété. Si un homme la met dans sa bouche, tout le monde le prend pour une femme. Et de même, si une femme la met dans sa bouche, elle passera également pour un homme. » Le jour suivant, le magicien revêtit la forme du brahmane, qui, mettant la balle magique dans sa bouche, devint une femme aux yeux de tous ceux qui l'aperçurent. Le magicien alla se présenter au roi de Babylone, en lui disant qu'il avait un fils, que ce fils, ayant subitement perdu la raison, s'était échappé en abandonnant sa maison et sa femme, qu'il venait implorer la bonté du roi pour qu'il permît à sa fille de rester quelques jours dans son palais, afin que lui, son père, pût se mettre à la recherche de cet insensé. Le roi accorda la requête du faux brahmane, lui donna quelque argent pour les dépenses qu'il serait obligé de faire, et envoya le véritable brahmane qu'il prenait pour une femme dans les appartements de la princesse sa fille. Par cet artifice, le magicien introduisit son ami auprès de l'objet qu'il adorait, et obtint encore une récompense. La princesse, dès le premier instant, conçut une grande tendresse pour la femme que son père lui envoyait. Un jour, sa nouvelle amie l'interrogeait sur la tristesse qu'elle laissait paraître. « Belle princesse, disait-elle, pourquoi chaque aurore voit-elle les roses de vos jours pâlir? Pourquoi vos yeux languissants repoussent-ils l'éclat du jour? Vos forces s'épuisent et vous semblez lutter en vain contre un mal qui vous dévore. » La jeune princesse aurait voulu cacher son secret à tous les yeux. Mais lorsque le brahmane,
continuant de la presser d'épancher son cœur, lui dit qu'il était certain qu'elle aimait d'amour, et que si elle voulait lui donner sa confiance, peut-être à son tour lui enseignerait-elle le remède à des maux si cruels, elle cessa de résister et avoua la passion qu'elle avait conçue pour un brahmane inconnu. « Si vous le voyez maintenant, ces traits vous seraient-ils présents ?» dit le brahmane. « Pouvez-vous douter de ma mémoire lorsqu'il est question de l'homme qui possède toute ma tendresse ?» dit la jeune amante. Le brahmane ôta la balle de sa bouche et parut aux yeux de la princesse sous sa véritable forme. Elle tomba dans ses bras sans pouvoir exprimer sa surprise et son bonheur. Quelques jours se passèrent dans les transports d'une mutuelle ivresse. Mais enfin l'amante du brahmane lui fit comprendre que leur secret pouvait être découvert d'un jour à l'autre, et qu'il valait bien mieux prendre la fuite et aller s'établir dans une autre contrée, où ils pourraient s'abandonner en liberté à leur inclination. Tout étant bien convenu entre eux, la fille du roi de Babylone détourna du trésor de son père une quantité d'or et de joyaux, suffisante pour les faire jouir d'une brillante fortune pendant le cours de la plus longue vie. Dans une nuit obscure, la princesse et le brahmane s'échappèrent du palais. Au bout d'un jour et d'une nuit de marche, ils furent hors des domaines du roi de Babylone. Ils s'établirent sur un autre territoire où, libres de toute contrainte, ils jouirent avec délice de leur mutuelle tendresse. Le roi, étonné de cette disparition, fit faire les perquisitions les plus exactes dans l'étendue de son royaume. Les deux fugitifs, pendant ce temps, vivaient en paix, et nulle peine ne troubla leur heureuse union. Le perroquet, après avoir fini cette histoire, dit à Rodjesté, « Levez-vous donc et allez trouver votre amant. » Mais le coq vint à chanter, l'aurore parut, et le départ fut encore différé.